Effectivement, je pensais être là et puis je subis le Covid qui revient parmi nous, mais donc j'espère quand même qu'on va pouvoir interagir un petit peu par rapport à cette thématique donc de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Si vous voulez bien, je vous propose on va essayer de faire un peu une présentation interactive quand même et d'utiliser un outil qui s'appelle Quizbox que vous pouvez trouver si vous avez vos smartphones ou ordinateurs sur donc internet qb.live et vous avez je ne sais pas si vous pouvez scanner le code ou bien en tout cas vous avez le code de la session. Est-ce que vous... Alors voilà, justement la première question à laquelle je vais vous demander de répondre, donc en choisissant le numéro, le chiffre qui correspond et en validant votre choix. Sur cette diapositive que aucun d'entre vous n'a choisi systématiquement et qu'il y en a 9 qui ont choisi rarement ou jamais et 4 souvent. Maintenant, je ne sais pas si dans le public, vous êtes plutôt des enseignants. Si c'est le cas, vous pouvez répondre à cette question. Si vous êtes enseignant, formateur, et que est-ce que vous-même, vous faites évaluer vos cours par vos étudiants? Donc, vous pouvez répondre à cette question. C'est en tant qu'enseignant, est-ce que vous évaluez vos cours par vos étudiants? Et les réponses, c'est systématiquement 1, systématiquement 2, souvent 3, rarement 4, jamais. Ouais. Les personnes qui avaient répondu, on voit beaucoup plus nombreuses à pratiquer l'évaluation de leurs cours avec les étudiants que en tant qu'étudiants, ils avaient pu le pratiquer. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette question ou pas, qui est la demande de quel outil pratiquer l'évaluation. Si c'est un questionnaire personnel, c'est 1. Si c'est un questionnaire institutionnel, c'est 2. Et si c'est autre, c'est 3. Et on voit que dans les personnes qui ont répondu, vous ne voyez pas, eh bien 2 ont un questionnaire personnel, 4 utilisent le questionnaire institutionnel et 2 utilisent d'autres modalités dont on pourra discuter par la suite. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, c'est une démarche qui est en expansion dans le monde. En fait, on l'a vu aussi dans le public de cette journée. Plus nombreux à pratiquer l'évaluation en tant qu'enseignants qu'ils n'avaient pu la pratiquer en tant qu'étudiants. C'est une démarche qui a démarré en Amérique du Nord dans les années 60, qui à l'origine est plutôt venue du corps enseignant, qui progressivement s'est institutionnalisé puisque à notre époque, on a la quasi-totalité des collèges et universités américains qui ont des dispositifs d'évaluation. En France, c'est une pratique qui est obligatoire. Obligatoire entre guillemets depuis 1997 et l'arrêté d'Ibeyro, qui institue cette pratique comme une obligation pour les formations d'avoir des process, des procédures, des dispositifs d'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Et on voit que cette injonction, elle s'est renforcée au fil du temps. Elle a été largement renforcée avec la mise en place de la RGPD. Elle est prise en compte par l'HCERES quand il y a une évaluation des formations. Elle est de plus en plus liée aux démarches qualité et elle n'intervient pas dans la carrière des enseignants. En fait, en Europe, toutes ces démarches s'inscrivent dans le cadre du processus de Bologne et les dispositifs de management de la qualité qui ont été maintes fois réaffirmés. Et c'est vrai que cette démarche d'évaluation d'enseignement par les étudiants, elle s'inscrit complètement dans ces politiques.
Excusez-moi. Donc, il y a deux grandes questions qu'on peut se poser par rapport à cette démarche d'évaluation de l'enseignement. C'est dans quelle mesure elle est valide? Est-ce que l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, ça évalue bien la qualité de l'enseignement, chose pour laquelle elle est destinée? Et deuxièmement, son utilité pour améliorer l'enseignement. Alors, concernant la validité, je ne vais pas du coup vous poser les questions dans le mode présentateur. Et du coup, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec l'outil interactif si je ne suis pas dans le mode présentateur, je ne pense pas. Mais vous pouvez vous demander vous-même qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un outil fiable? Il y en a certains qui l'utilisent, qui le pratiquent régulièrement. Donc, vous avez un avis qui d'ailleurs est peut-être oui, peut-être non, ou peut-être vous ne savez pas. Et alors, vous voyez bien que effectivement, et surtout à distance, le fait de ne pas avoir le fonctionnement de l'outil d'évaluation interactive, ça nous donne beaucoup d'informations en moins pour construire cette présentation et j'en suis vraiment désolée. Mais en fait, je vous pose ici des questions à laquelle je vous invite à répondre vous-même, en vous-même, qui renvoient aux questions qu'on se pose en fait en tant qu'enseignant dans la communauté universitaire sur la validité, la fiabilité de cet outil pour avoir une représentation de la qualité dans l'enseignement. Et il y a un certain nombre d'avis qui sont de questions qu'on peut se poser. Est-ce que finalement des étudiants, ils peuvent être satisfaits et évaluer de manière positive des cours alors qu'ils n'ont rien appris dedans? Qu'en pensez-vous? Si quelqu'un souhaite intervenir, vous le pouvez, bien sûr. Moi, je ne vous vois pas. Mais je compte sur Céline pour faire les relais, éventuellement. Je vous fais signe si... S'il y a des manifestations dans le chat, on va faire autrement du coup, soit à l'oral, soit dans le chat. Et je vous conseille et je vous remercie Céline de gérer cette partie qui ne fonctionne pas avec le dispositif, la technique. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je revoie ça quand ça ira un petit peu après. Donc, voilà, il y a ça aussi. Est-ce que finalement, il suffit d'être sympa? Si on est sympa, est-ce que les étudiants évaluent mieux notre enseignement? Et d'ailleurs, est-ce que du coup, c'est un signe de qualité de l'enseignement? Pas sûr, c'est une dimension. Une autre idée, c'est que finalement, si vous êtes exigeant en tant qu'enseignant, si vous demandez vraiment beaucoup de boulot, que vous êtes strict, que vous notez sec, vous serez moins bien évalué que des cours plus tranquilles, les gens mettent des bonnes notes, demandent moins de travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je demande s'il y a des réactions. Ouais, ça serait intéressant quand même s'il y avait une ou deux réactions. Moi, je vais réagir comme ça, mais avec une vision qui mélange à la fois, je dirais, un regard de vice-président de formation, mais aussi un regard d'enseignant des fois sur comment ça se passe. Parce que c'est la réflexion que je me faisais, moi. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, là, en termes, une différence en fonction déjà de la perception qu'ont les étudiants de la formation dans laquelle ils sont? À savoir, un étudiant qui est dans une école d'ingénieur et NSIM, je pense qu'il attend peut-être, il arrive avec déjà des a priori sur la formation, le contenu, je dirais le niveau qui est attendu par rapport à ça. Moi, je suis enseignant en STAPS
qu'un étudiant qui arrive en STAPS, en plus qui est sur un aspect avec un accueil du public pluridisciplinaire, où il y a à la fois des étudiants qui ont un bac littéraire, qui ont un bac scientifique, etc., et qui forcément, moi je l'ai vécu typiquement, moi je suis en enseignant en sciences de la vie, moi j'ai fait un bac L, donc de toute façon monsieur, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, j'ai un bac L, je vais rien comprendre, je suis nul, etc. Voilà, et déjà on a beau faire tous les efforts qu'on peut, il y a une grande variété finalement de contextes qui font que je pense que les exigences et les attentes des étudiants sont très très différentes, et quand on est dans un public pluridisciplinaire, on peut, je pense, être très bien potentiellement évalué par, on va dire, la moitié de la promo, qui l'autre type 1, puis voilà, ceux qui sur une matière comme moi, les sciences humaines, là, ils vont dire, de toute façon, ils partent du principe qu'ils y comprennent rien, de toute façon. Et voilà, donc c'est compliqué. Ça dépend il y a cette typologie-là qui, pour moi aussi, peut potentiellement venir jouer là-dessus, quoi. Absolument. C'est un point, on reviendra dessus tout à l'heure, hein, parce que effectivement, la perception des étudiants, l'intérêt initial des étudiants pour une matière, ça a un impact sur la façon d'évaluer leur enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous-même, dans votre expérience, il vous est arrivé de comprendre plus tard l'intérêt d'un cours que vous aviez mal vécu ou mal jugé sur le coup? Est-ce que ça vous est arrivé en tant qu'enseignant? Absolument. Alors, donc il y a un certain nombre d'éléments. Il y a des opinions qui sont répandues aussi parmi les enseignants, comme quoi réduire ces exigences, ça permet d'obtenir de meilleures évaluations, que l'évaluation par les étudiants, en fait, finalement, les résultats vont refléter plus des capacités de communication d'un enseignant plutôt que son efficacité pédagogique. Et alors, il y a une très ancienne expérimentation qui a été utilisée aussi pour montrer, finalement, c'est l'expérience du Dr Fox, comment on arrive à gruger finalement un public avec un exposé truffé d'erreurs, de contenu, et présenté par un comédien très convaincant, et finalement évalué comme étant d'une grande pertinence par le public qui était là. Même si c'est une expérience qui a été fortement critiquée parce que pour son caractère assez artificiel, étant donné que en général, on n'évalue pas un cours comme une prestation one-shot, mais sur la base d'un certain nombre quand même d'expériences de cet enseignement. Mais bon, néanmoins, et puis il y a aussi également ce vécu selon lequel parfois on passe à côté de certaines choses, on n'en comprend pas vraiment l'intérêt, et pourtant elles sont importantes, comme on s'en rend compte après. Donc ces opinions répandues, elles sont loin d'être évidemment basées sur rien. En même temps, ça a donné lieu à beaucoup de recherches, surtout dans les pays nord-américains, puis on le comprend, puisque effectivement, dans ces contextes-là, depuis pas mal de temps déjà, contrairement à ce qui se passe chez nous, les évaluations de l'enseignement par les étudiants, elles ont un impact sur la carrière des enseignants. C'est-à-dire qu'à des moments stratégiques, ça peut être la titularisation, ou la promotion, vous pouvez avoir de très bons dossiers de recherche et pourtant ne pas être titularisé ou promu si vos cours sont mal évalués, quoi. Donc ça a un impact assez important, contrairement à chez nous sur la carrière des enseignants, et ça donne lieu à pas mal de recherches. Alors, je vais pas vous apprendre que la recherche, elle est rarement, et surtout en sciences humaines, univoque, et qu'on a souvent des résultats contrastés. Mais néanmoins, il y a des tendances qui apparaissent et qui peuvent parfois être un peu contre-intuitives, à savoir que finalement, les enseignants qui demandent plus de travail sont plutôt mieux évalués. Alors, dans une certaine mesure, on s'entend bien. Que les capacités de communication, c'est un élément
qui favorise la motivation des étudiants. Et donc, c'est un élément qui va plutôt être considéré comme une dimension de qualité de l'enseignement plutôt que comme un biais. Également que finalement, souvent, il y a des corrélations. Si on s'amuse à mettre en lien les évaluations des étudiants et des appréciations d'observateurs extérieurs ou d'anciens étudiants ou de collègues, voire même de l'enseignant lui-même, on trouve souvent d'assez bonnes corrélations entre les évaluations. Alors, ça peut amener... Oula, j'entends... Je peux rebondir, je peux vous Oui, poser une allez-y, bien interrogation sûr, bien parce sûr. que je trouve ce que vous dites, il est très intéressant sur finalement la relation entre la note qui est mise et l'aspect communication. Parce que finalement, sur quoi peut se baser un étudiant sur la qualité d'enseignement? Vous avez donné l'exemple d'une expérimentation qui a été faite là avec des faux éléments de cours qui étaient donnés. Mais l'étudiant, il s'attend dans tous les cas à ce que les informations qu'on lui passe sont des bonnes informations et pertinentes. Donc lui, il peut difficilement juger enfin c'est pas facile de le faire juger de la pertinence de l'information quand il s'attend, c'est quand même notre travail normalement, à ce que l'information elle soit bonne. Donc je pense qu'intuitivement, lui il se dit bah, ce qu'on me donne, c'est des choses qui sont vraies. Donc, sur quoi on me demande d'évaluer? Bah, j'évalue sur, donc la pédagogie certes, mais l'aspect de communication, donc de la manière dont on, entre guillemets, vend son cours, je pense que ça reste malgré tout, assez naturellement, un élément extrêmement significatif dans l'évaluation que l'étudiant peut faire du cours, en fait. Alors, si vous, tout à fait d'accord. D'une part, ça fait partie d'ailleurs des éléments de critique qui ont été apportés à cette expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque part un contrat qui est rompu. Puisque on fait vivre une situation, mais qui n'est pas dans le contrat, quoi. L'étudiant s'attend pas. Voilà. Alors ça, c'est une chose, et on reviendra sur les critères de qualité de l'enseignement et puis ce que aussi peut juger un étudiant. On va y venir tout de suite après. Donc je vous remercie pour cette intervention. Et je vous mets un autre élément aussi. En termes de réflexion pour la suite, et après, excusez-moi de vous interrompre, mais je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant parce que ça questionne sur beaucoup d'éléments. C'est de nouveau, quelle est l'image déjà de la formation que l'on a quand on y arrive, vous voyez, et est-ce qu'on s'attend nécessairement à avoir tel ou tel cours? Parce que, et donc ça peut créer des a priori qui font que d'un seul coup, on vient de manière plus ou moins forcée ou plus ou moins d'appétence dans le cours. Moi, je me base notamment sur un peu sur mon expérience personnelle. C'est vrai que moi, je suis enseignant en physiologie. On fait à mon époque l'enseignement donc en lycée en physio, sciences de la vie. C'est super intéressant. On voit le fonctionnement du corps humain, etc., etc. Top. Donc on se dit tiens, je suis attiré par ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit en fac SVT. Je me suis première année, j'ai appris le cycle de reproduction de la fougère. C'est sûr que sur le coup, waouh, la représentation qu'on a du cours, etc. Balèze, quoi, vous voyez. Et pourtant, on est obligé de passer par là pour plus tard, parce qu'il y a les choix d'options de sélection qui font que après tu te spécialises et que tu arrives à partir, notamment au niveau plutôt du bac+3, à être, à mon époque, de s'orienter dans ce qui m'intéressait moi plus spécifiquement, c'était le fonctionnement du corps humain. Donc forcément, qu'on m'aurait demandé, vas-y, note le cours de physiologie végétale, etc. Bon, je suis pas sûr que c'est pas la représentation que j'avais moi de ça quand je me suis inscrit dans la filière. Je suis pas sûr que j'aurais mis intuitivement tout de suite un jeune. Vous voyez, il n'a pas le recul qu'on pourrait avoir maintenant. Et la question que vous soulevez est intéressante, c'est-à-dire comment aussi finalement l'étudiant quand il a un cours qui
juge sur le départ, qu'il ne va pas juger sur le départ intéressant, mais est-ce qu'il a la capacité à se dire que finalement, si, c'est parce qu'il va me servir pour dans 3 ans. Et ça, très souvent, les étudiants ne se projettent pas de cette manière. Enfin, je pense que tous les collègues enseignants dans ce genre de situation, ils font un peu ce constat-là. Très peu se projettent plus loin en se disant, ce cours-là, si, il va me donner des bases pour dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui peut être intéressant avec l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, c'est que ça vous permet justement d'avoir une représentation des perceptions des étudiants, des attentes des étudiants. Et si on pense l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, pas seulement comme justement un questionnaire de satisfaction sur le cours, mais également comme un questionnement sur ces attentes, la mise en relation de ces attentes avec celles des autres, de prendre aussi conscience que d'autres dans le groupe ont peut-être pas les mêmes avis que vous, ça peut être très très formateur aussi pour les étudiants. Pour l'enseignant, peut-être aussi également pour argumenter, pour présenter des choses, pour présenter des choix. Donc, mais effectivement, si tout ça, ça amène à prendre l'évaluation de l'enseignement par les étudiants avec, voilà, une vision large et contextualisée de la chose. Donc, même si on a pu conclure que, quelque part, il y avait une certaine forme de validité de l'évaluation de l'enseignement sur certains aspects, parce que finalement, elles sont plutôt multidimensionnelles. Donc, il y a des distinguos qui sont faits entre les différentes dimensions de l'enseignement. On y reviendra tout à l'heure, comme tout à l'heure on parlait communication, contenu, etc. On va y revenir. Elles sont plutôt stables. Il y a, plutôt des corrélations entre différents partenaires, vos différents points de vue qui peuvent être portés. Elles sont souvent assez dépendantes de l'enseignant, même plutôt que du cours qu'il peut donner. Et puis, elles sont finalement peu affectées par des biais tels que la démagogie et le laisser-faire, bien au contraire. Ceci dit, elles sont affectées par un certain nombre de variables, et ça rebondit sur ce que tu évoquais, à savoir des variables contextuelles, déjà, donc des caractéristiques. Alors, quid des caractéristiques des étudiants? Si on se rend compte qu'il y a un impact assez négligeable sur un plan statistique, évidemment, là, sur cette première partie, c'est vraiment des recherches plutôt quantitatives et donc des tendances statistiques qui, attestées, n'empêchent pas qu'il y ait des cas hors tendance, bien évidemment, mais globalement, un impact assez négligeable de l'âge, du genre, des étudiants, un impact par contre important, ce que tu soulignais, de l'intérêt préalable pour la matière, et un impact important, ce qui était souligné par un autre collègue tout à l'heure, des notes attendues. Et ça, c'est des résultats qui ont été mis en évidence il y a pas mal de temps déjà. Ça joue. Donc, c'est à prendre en compte, évidemment, quand on analyse des résultats d'évaluation. D'autre part, il y a aussi des éléments qui viennent des enseignements eux-mêmes. Donc, des enseignements, et c'est sans surprise, généralement, on a des meilleures évaluations dans des groupes affectifs restreints. Je suppose que ce n'est pas un résultat qui vous surprend. C'était juste ce que j'étais en train de penser. Je me suis dit, mais quand on est dans un amphi où il y a 400 personnes, quelle perception on a, alors que quand on est dans un petit groupe de 20 où on a travaillé beaucoup plus de proximité, donc et de nouveau, c'est pas facile pour les étudiants d'adapter sa notation en prenant en compte ce paramètre. Voilà, mais c'est pour ça que c'est à ceux qui analysent. Donc, c'est aussi aux enseignants, voire tout dépend des organisations. Ça, c'est un point très, très sensible. Je ne sais pas comment
si on aura le temps d'aborder tous les points aujourd'hui. Hein, je pense que ça sera peut-être délicat, mais effectivement, la façon de, en tout cas, analyser les évaluations, il faut avoir connaissance de ces éléments-là qui sont finalement assez intuitifs pour certains ou contre-intuitifs pour d'autres, on l'a vu, mais qui néanmoins ont un impact. On sait aussi que c'est souvent dans des groupes restreints qu'on fait de meilleurs apprentissages. Donc, voilà. Après, il y a aussi un phénomène qui a été maintes fois remis en évidence, mais pour lequel les interprétations, les explications sont ouvertes. Il y a aussi des différences de discipline et que globalement, il apparaît globalement, encore une fois, je rappelle, ce sont des tendances, que les disciplines des sciences humaines, de l'art, ont tendance à être mieux évaluées que les disciplines type maths et sciences. Alors, là-dessus, il y a plusieurs interprétations qui ont été proposées, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'affirmé, donc je propose qu'on en reste là. Alors après, ce qui vient des enseignants. Alors, ce qui vient des enseignants, actuellement, et là, je ne ferai pas le point là-dessus, mais il y a pas mal de recherches sur le genre, l'impact du genre de l'enseignant. Est-ce que d'être une femme, vous êtes moins bien, j'ai dit moins bien, ou mieux évalué? Bon, là, on a des résultats qui sont contrastés. Il semblerait que là aussi, on passe par le filtre des attentes, à savoir qu'il y a des disciplines qui sont considérées comme étant plutôt attribuées à des femmes, et à ce moment-là, il y aurait des effets d'interaction dans la perception. Donc, bon, c'est tout un courant de recherche à suivre qui se développe actuellement. Et puis, il y a des résultats contrastés aussi en ce qui concerne l'âge. Après, sur certaines variables dites de personnalité, je le mets entre guillemets, hein, parce que, bon, en tout cas, bon, ça a été considéré comme des variables de personnalité dans la recherche. Et si on met en lien ce type de variables avec les évaluations des étudiants, il y a un certain impact un léger impact quand même des variables autour de l'enthousiasme. Donc un enseignant dynamique et enthousiaste mieux évalué globalement, un peu mieux évalué qu'un enseignant qui n'a pas cette caractéristique. Ça n'est pas très surprenant. Également, l'estime de soi, ça joue, c'est-à-dire que les enseignants qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sont généralement mieux évalués par les étudiants, et les enseignants qui sont organisés, ordonnés, sont également mieux évalués. Mais vous verrez, et ça aussi, ça ne vous étonnera pas, ça compte quand même d'être un enseignant organisé. C'est la structuration de son enseignement, ça compte comme élément de qualité d'un enseignement, et donc voilà. Et il y a des choses du coup qui se relient à des caractéristiques de l'enseignant puis des caractéristiques du cours. On a aussi un impact de la façon dont le questionnaire est administré. Si vous êtes là, si l'enseignant est là, et même en cas d'évaluation anonyme des étudiants, hein, si l'anonymat des étudiants est respecté, mais si l'enseignant est présent, les évaluations elles seront supérieures. Il y a un impact de la présence de l'enseignant. Si vraiment vous voulez avoir un avis plus objectif, je vous conseille de faire appel à un conseiller pédagogique de votre université qui peut tout à fait venir. Je ne veux pas surcharger les conseillers pédagogues, je ne sais pas quelles sont leurs charges, je ne connais pas bien votre contexte, hein, donc là je ne sais pas si je vais faire des amis, des ennemis, etc. Mais en tout cas, voilà, ou un collègue, mais les collègues ne sont pas toujours nos meilleurs amis, mais ça dépend.
Bref, en tout cas, un conseiller pédagogique peut aussi venir faire une évaluation dans votre cours. Vous vous mettez d'accord avec lui ou elle sur vos objectifs, sur ce que vous voulez. Et du coup, finalement, vous n'êtes pas là, vous impactez pas les étudiants et vous avez peut-être même quelqu'un qui vous fera un rapport circonstancié, analysé et qui discutera des résultats avec vous et ça sera super intéressant pour ce qu'on appelle aujourd'hui notre développement professionnel qui est très très à la mode et je suis bien content que les universités s'intéressent à notre développement professionnel pédagogique. Enfin, il était temps, ça commence quand même à se généraliser, on va dire, à se développer en tout cas. Et puis, alors, forcément, maintenant, on essaie d'utiliser les outils numériques pour éviter de collecter des papiers qu'on va perdre du temps, que personne n'aura le temps d'ailleurs de traiter. Donc, forcément, on utilise des outils numériques. Il y a même des outils interactifs comme Quizbox qui sont très, très bien pour avoir en direct des retours. On peut faire de l'évaluation de son cours. Et d'habitude, ça marche super bien. Je sais pas aujourd'hui, maudit par tout, je ne sais quoi. Bon, mais alors en ligne, il n'y a pas d'impact repéré sur les réponses en elles-mêmes, mais ça ne vous surprendra pas. Généralement, on a des taux de réponse inférieurs. Oui, c'est sûr que quand vous avez votre public captif, à condition qu'ils viennent en cours, vous leur distribuez des questionnaires, vous les récoltez, et voilà quoi. Si vous leur envoyez un mail en leur demandant de répondre en ligne, vous aurez souvent des taux de réponse assez faibles. Mais en fait, il y a des taux de réponse qui peuvent être excellents, même en ligne, si en fait il y a tout un portage de la démarche, c'est-à-dire si c'est vous l'enseignant même si c'est qui relayez, qui dites que c'est important, si les étudiants sentent qu'il y a un réel engagement, ils répondent quoi. Alors des fois il faut les relancer un peu, puis il faut leur demander évidemment à un moment stratégique. Et vous le savez bien, les étudiants faut les choper quoi quand c'est le bon moment, et il y a des moments où vous aurez des réponses et ça sera très intéressant parce qu'ils sont bien dans le sujet du cours, ça les intéresse de donner leur avis, et puis il y a très vite après, si c'est trop tard, ils répondront pas, pour eux ils sont passés à autre chose, deuxième semestre, d'autres cours, c'est plus dans... Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal dans les universités françaises à avoir des dispositifs d'enquête qui tombent bien. Il y a un collègue qui l'a soulevé tout à l'heure, le questionnaire tout à fait standard qui arrive à un moment qui a été décidé quand c'est possible pour... l'espèce de... vous avez assez peu de chances que finalement ça tombe au bon moment et que ça concerne bien vos préoccupations d'enseignants ou d'étudiants par rapport à votre cours. Et on a beaucoup de mal, je trouve, nous, sans doute qu'on n'a pas assez de personnes dans ces services. Du coup, ils essaient tant bien que mal de faire des enquêtes, par exemple de dire tous les 4 ans, il faut au moins que, cette fois, on va évaluer toutes les licences. Et puis, sauf que, souvent, malheureusement, c'est une procédure. Là aussi, je vous aurais volontiers demandé comment vous, en tant qu'enseignant, vous travaillez avec ces questionnaires, ces enquêtes qui sont conduites par les observatoires. Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que vous n'avez pas de retour ?
Souvent, on n'a pas de retour, mais il y a vraiment la démarche d'évaluation. La façon dont elle est portée, dont elle est organisée, l'accès aux résultats, tout ça, ce sont des dimensions extrêmement sensibles et auxquelles il faut vraiment veiller et avoir du débat collectif autour de la démarche, de ce qui est visé, de comment elle est gérée, l'autonomie, là, voilà, vous le soulignez, enfin, je pense qu'effectivement, ça serait quand même assez paradoxal d'être dans des contextes où finalement, il y a une grande autonomie. L'enseignant universitaire, il y a parfois même une forme de solitude, d'ailleurs, dans sa vie professionnelle. Et donc, je pense que c'est une caractéristique culturelle forte. Et du coup, voilà, donner aussi cette marge d'autonomie dans l'évaluation afin qu'elle soit faite, comme on vient de le dire, au bon moment, sur des dimensions qui intéressent l'enseignant et selon des modalités qui le concernent et qui respectent son professionnalisme et sa liberté académique, c'est extrêmement important. Alors, un autre point, et tout à l'heure c'était évoqué par Sylvain, c'est finalement les critères de qualité d'enseignement, parce que il y a ceux dont l'étudiant est capable de juger, mais c'est quoi un bon enseignement? Est-ce qu'il y a réellement des critères universels? Est-ce que vous pensez que pour tout enseignement, que ça soit un TP, un cours magistral, un TD, telle ou telle discipline, on va tomber sur des critères qui sont génériques, qui sont identiques. Alors, pour certains, vous savez, il y a toujours des gens qui ont moins de doutes que les autres, peut-être qu'ils sont mieux évalués par leurs étudiants, je ne sais pas. Alors, du coup, il y en a qui n'ont pas de doute et qui disent, bien sûr, on sait ce que c'est, un bon enseignement, ça fait la différence, et il y a des critères universels. On a des référentiels génériques et des questionnaires qui ont été élaborés sur la base de ces référentiels. Alors, qu'est-ce qui fait dire que ce sont des critères universels? C'est que si finalement on interroge des enseignants, des étudiants, des spécialistes de pédagogie, demandez-vous d'ailleurs vous-même, est-ce que vous êtes en désaccord avec ces critères? Je pense que c'est assez difficile d'être en désaccord avec des critères qui diraient qu'un bon enseignement, c'est un enseignement où il y a des apprentissages en profondeur. Un bon enseignement, c'est un enseignement où l'enseignant manifeste de l'enthousiasme par rapport à son sujet. C'est un cours qui est structuré, qui est organisé. C'est un cours qui suscite des interactions dans le groupe, pas seulement entre l'enseignant et les étudiants, mais également entre les étudiants. C'est un cours dans lequel il y a une bonne relation avec l'enseignant, c'est-à-dire un enseignant qui respecte ses étudiants, qui s'intéresse à leur apprentissage, un enseignement qui est riche, une évaluation des étudiants de qualité, c'est-à-dire en cohérence avec le cours dispensé. Donc, les pédagogues parlent d'un alignement pédagogique, c'est-à-dire qu'on évalue ce qu'on a enseigné, c'est clair, ça a été annoncé, les critères ont été communiqués, en tout cas les étudiants, ils ont des éléments pour savoir ce qui est attendu d'eux et ce qui sera évalué. Et une bonne évaluation, c'est aussi une évaluation qui permet aux étudiants de progresser. Il y a le travail personnel. Donc, un bon cours, c'est un cours qui demande du travail aux étudiants. C'est important que ceux-ci, effectivement, aient du travail. Et qu'il y a une difficulté du cours qui est en phase avec la charge de travail qui est demandée aux étudiants. Je fais le pari que parmi vous, je fais le pari que vous êtes d'accord, je sais pas, vous êtes d'accord avec ces critères? Ça a l'air.
Ça a l'air, ouais. Il y a pas Non, de mais c'est vrai réaction qu'ils sont, négative. ils sont génériques et forcément, enfin voilà. Donc du coup, il y a des questionnaires qui sont basés sur ces. Et donc je vous ai cité en anglais celui de Marsh, mais dans les universités, il y a des traductions, il y a des adaptations, parce que en fait, il y a toujours besoin d'adaptation. Hein, voilà. Il y a alors des études qui ont été faites sur ces questionnaires pour savoir ce qui ressort, parce que finalement les gens sont d'accord, mais est-ce que vraiment toutes ces dimensions sont associées à la qualité de l'apprentissage, hein? Après, là les choses sont pas si simples, hein. C'est un tout. Oui, ça peut être des éléments, mais qui indirectement jouent. Bon, on peut dire quand même que les qualités de présentation, alors, là-dedans, attention, hein, ça l'appréciation globale, l'enthousiasme, la clarté, l'organisation, ça a un gros impact sur finalement cette structuration des réponses, hein, 63% de la variance. Des réponses, oui, elle va être organisée autour de ces facteurs. Deuxième facteur qui regrouperait tout ce qui est intérêt pour les étudiants, disponibilité, respect, tolérance et interaction. Et puis une dimension autour de l'enseignant évaluateur en fait, et là-dedans on a tout ce qui est qualité de l'évaluation, des feedbacks que l'enseignant fait aux étudiants et du climat qui est mis en œuvre dans les cours. Mais on a aussi un effet de halo qui est quand même mis en évidence. Donc, il faut aussi savoir que parfois, il y a une sorte de contagion. Hein. L'effet de halo, c'est que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, par exemple, vous avez un enseignant qui va être considéré comme vraiment très présent, intéressé par ses étudiants, les étudiants l'aiment bien, quoi, ils le trouvent sympa et peut-être que du coup il y aura un effet de halo et que d'autres dimensions de l'enseignement vont être bien évaluées alors que ça serait pas le cas. Mais c'est pas systématique. On a souvent des étudiants qui discriminent bien entre les différentes dimensions de l'enseignement. Et néanmoins, voilà, faut pas minimiser que parfois il peut y avoir quelque chose qui se passe et qui fait que il y a une sorte de coagulation des réponses des étudiants dans un sens par exemple négatif ou positif et qui ne reflètent pas la réalité. Et c'est pour ça que quand on utilise les questionnaires, je dis malheureusement, j'annonce mon avis, mais peut-être c'est heureusement, je ne veux pas donner cet avis là maintenant, mais c'était normalement dans le débat de la deuxième partie qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais quand les universités utilisent des résultats d'évaluation d'enseignement par les étudiants pour prendre des décisions sur les enseignants, la bonne pratique, c'est de considérer qu'il faut minimalement prendre des résultats sur 3 ans, quoi. Si on a 3 ans de mauvaises évaluations, on peut considérer quelque chose. Mais là, j'enclenche le gros débat. En France, c'est pas du tout le sujet. Je vois que Sylvain, tu regardes l'heure parce qu'on arrive au bout. Non. Hein. Je vais, comment dire, je cherche mon terme. Je vais être un peu provocateur, exprès. Parce que finalement, on en revient, le débat, c'est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est jugé finalement? Est-ce que l'évaluation, est-ce qu'à un moment, le fond est aussi, parce que c'est quand même la mission de l'enseignant, c'est vraiment de donner du fond. D'accord? Alors, je vais être un peu provocateur exprès, parce que, finalement, la qualité de présentation, etc., l'enthousiasme, l'organisation, l'interaction, la relation, la richesse, là, faut que l'étudiant soit capable de sentir la richesse. Je me dis, mais quand moi je vais voir un one-man show, qu'est-ce qu'il va me dire que one-woman show? Qu'est-ce qu'il va me dire que le spectacle c'était bien? Est-ce que l'humoriste il a été enthousiaste? Comment est-ce que son spectacle était bien fait? Est-ce qu'il y a eu l'interaction? Est-ce qu'il a fait rire le public? Quelle relation il avait? Et en fait, c'est souvent ce que je dis à la base très souvent. Et en plus, je l'évoquais ce matin.
enfin, de nouveau, c'est l'aspect communication qui ressort. Et quand on est, pour moi, hein, quand on est un bon communicant, un bon communicant, quel que soit, il va faire passer il fait passer un message. Donc finalement, et c'est souvent des fois ce qu'on dit un petit peu d'ailleurs quand on fait les cours en amphi. On rentre dans un amphi, c'est un peu comme au théâtre, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à capter. Mais de nouveau, enfin, sur quels critères on se base? Parce que un bon enseignant, si c'est celui qui sait capter l'auditoire, c'est très bien. Mais s'il raconte que des trucs complètement nuls, bah, voilà. Et de quelle manière, justement, enfin, comment on fait pour que l'étudiant, à un moment, il se dise, ouais, le cours que j'évalue, c'est pas que sur, ah, le prof, il est cool, il fait rigoler, tout ça, mais est-ce qu'il est capable, à un moment, de sentir, bah oui, mais est-ce que finalement, fondamentalement, ce qu'il m'apprend, est-ce que ça va être utile, est-ce que j'ai appris quelque chose? Et là, ça, c'est compliqué, c'est pas facile. Mais moi, fondamentalement, voilà, est-ce qu'il faut finalement, dans le processus de formation des collègues, est-ce qu'il ne faut pas leur donner des cours de théâtre, des cours voilà, voilà, pour avoir, mais pour être bien évalué sur cet aspect-là. Mais le contenu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le rôle du prof, avant tout, n'est-il pas de faire passer un contenu plutôt que vraiment être dans ah ouais, j'ai mis de l'enthousiasme, etc. Les étudiants, ils m'aiment bien, quoi. Et je suis bien évalué. Tout à fait d'accord. Là, c'est vraiment des questions. Et c'est pour ça que bon, d'une part, c'est important de considérer que quand on questionne les étudiants, faut les questionner sur les apprentissages qu'ils ont eu le sentiment d'avoir fait ou pas. Et que l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, elle s'accompagne d'autres outils pour évaluer l'enseignement. Quand on donne un examen, une évaluation des étudiants, c'est quand même un élément qui nous donne aussi des informations sur ce qui est passé dans ce cours, ce qui n'est pas passé. Et c'est bien sûr là, on est sur le contenu. Hein. Et dans l'idéal, ça serait intéressant d'avoir aussi l'avis des collègues ou d'autres spécialistes hein, sur. Et donc, je suis d'accord que c'est intéressant de connaître le point de vue des étudiants. C'est pas la seule chose à considérer par rapport à la qualité de l'enseignement. Néanmoins, évidemment, que c'est plus facile et pratique à faire. D'une part, parce que les étudiants, ils sont là. Hein. Sinon, vous imaginez mobiliser des évaluateurs externes pour venir dans vos cours, et puis, mais pas seulement une fois, mais voir un peu toute la progression, etc. Travailler sur les plans de cours, travailler sur les supports, c'est vraiment tout un autre aspect de la qualité de l'enseignement qui pourrait être évalué par d'autres personne. On est là sur le point de vue des étudiants, mais les étudiants qui sont les premiers destinataires quand même du cours et qui sont les seuls finalement à en avoir cette vision globale, quoi, puisqu'ils sont là du début à la fin, enfin espérons, hein, dans certains cas, pas toujours, et voilà, et c'est leur point de vue, et c'est en tant que point de vue aussi, je pense que c'est intéressant de considérer ces dispositifs. Alors peut-être pour terminer quand même une partie de cette intervention ce matin, l'importance de aussi spécifier un certain nombre de critères en fonction des finalités de la formation, en fonction du niveau, de la discipline, des méthodes. Par exemple, là je cite l'expérience de l'université de Namur où ils ont défini leur propre référentiel de qualité de l'enseignement avec un collectif. Hein, et on retrouve des critères que je vous ai présentés juste au-dessus, mais aussi ils avaient insisté sur des critères relatifs aux finalités de l'enseignement supérieur, à savoir formation par la recherche et avec la recherche. Vous voyez, avec un enseignement qui initie les étudiants au processus de la recherche en présentant non seulement des résultats, mais aussi les méthodes qui ont permis de les atteindre, en discutant de manière critique ces méthodes
voire en plaçant les étudiants dans un processus actif similaire à celui de la recherche. Excusez-moi, Nathalie, excusez-moi, on ne voit plus le support de présentation. Ah, pardon. Donc, je vous parlais de ce critère qui avait été spécifié à l'université de Namur sur cette formation par la recherche. Et bien, vous voyez, ce critère-là, il est parfois débattu. J'ai des collègues qui disent, mais non, nous, dans le cadre de cette formation, on n'est pas là, ça ne nous concerne pas, ça concerne les étudiants. Et là, on pourrait, de master ou d'autres formations, mais nous, cette formation-là, technologique, on n'est pas dans ce type de formation. Et là, ça serait aussi hyper intéressant d'avoir un débat avec vous sur ce critère. Mais en fait, ça serait très intéressant, mais seulement j'imagine que 12h30, vous avez faim, vous avez une longue journée qui vous attend, donc on n'aura pas ce débat, en tout cas pas cette fois, mais c'était pour souligner le fait que y a des critères génériques, c'est intéressant d'y référer, et puis il y a des critères spécifiques à déterminer, l'idéal dans le cadre d'un collectif pédagogique ou d'un collectif de formation. Voilà, la partie qui suivait, c'était tout ce qui est sur l'utilité de l'évaluation pour améliorer la qualité de l'enseignement. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour penser qu'il serait raisonnable peut-être pour tout le monde, surtout pour vous, d'en rester là aujourd'hui, quitte à, je ne sais pas si vous êtes intéressé, reprendre cette thématique sous l'angle de l'utilité à une prochaine occasion. Bon, hein, cette question du moment est vraiment, vraiment très importante. Moi, je pense vraiment que si on veut se servir de l'évaluation pour de la régulation, on n'est pas obligé d'attendre la fin d'un enseignement. Souvent, ce qui va nous, justement, excusez-moi, hein, je dis planter le process, c'est cette idée qu'il faut attendre la fin. Pourquoi ça va planter le process? Parce que justement, ça sera trop tard pour avoir, les étudiants seront déjà passés à autre chose, donc ils seront plus dedans et donc on n'aura plus leur réponse vraiment, ou alors on pourra plus organiser de débats avec eux, de discussions sur les résultats. Ceci dit, ça c'est pas dramatique. Moi je pense que si on peut organiser du débat avec les étudiants de l'année d'après, c'est très bien aussi. Voyez, voyez, l'année dernière, les étudiants, il y avait cet avis qui s'est exprimé. Du coup, cette année, on a modifié. Et ça sera intéressant pour nous de savoir comment vous l'avez perçu. Voyez, les mettre dans le move de cette participation, même si c'est pas eux qui ont directement, qu'on fait un retour avec eux, parce que nos problèmes de calendrier, c'est qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Souvent, par exemple, ce qui était conseillé dans le cas des évaluations pour avoir le moins de biais possible, c'était de faire l'évaluation avant la série d'examens. C'est-à-dire à un moment où les étudiants sont à fond dans le cours parce que quelque part ils préparent leurs examens, etc. Mais il n'y a pas encore eu les examens et du coup leurs résultats n'impactaient pas sur ces évaluations. Je pense qu'il n'y a pas de moment vraiment, vraiment idéal, mais l'intérêt d'une évaluation à mi-parcours, c'est aussi de pouvoir apporter des régulations directement. Donc, vous voyez, si comment les étudiants perçoivent l'enseignement, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, est-ce qu'il y a des notions qui leur paraissent compliquées à ce moment-là, est-ce qu'ils ont bien compris les modalités? Enfin, il y a, vous voyez, ces questions-là qui nous permettent de leur répondre directement, finalement, voire de lever des malentendus. De revenir sur certaines attentes, de pouvoir clarifier certaines choses ou de leur indiquer des pistes pour donc voilà, je pense que
tout dépend de l'objectif de notre évaluation. Mais il ne faut pas hésiter à avoir une vue assez libre, comme vous disiez, hein, que les enseignants sont autonomes, donc le fassent au moment qui leur semble opportun, ou peut-être même sur un point. Tiens, cette année, on me dit qu'il faut faire de l'innovation pédagogique. Je vais passer mon cours en classe inversée et je vais évaluer le dispositif, justement. Et les étudiants, en plus, ils sont partenaires quand vous les associez, quand vous leur dites, voilà, moi j'ai besoin d'avoir votre retour par rapport à ça. Bah, finalement, ils apprécient. Mais voyez, c'est une démarche qui est tout sauf administrative. Après, du point de vue université, du point de vue formation, du point de vue justement administratif, on a parfois besoin d'une procédure qui soit pilotée de manière plus centralisée pour avoir du retour plus global, etc. Et je pense que les différents dispositifs, d'ailleurs, ne s'excluent pas mutuellement. Il y a par exemple des universités qui demandent aux enseignants, dans le cadre des dossiers d'enseignement, vous savez, ça c'est encore un dispositif qu'on met pour notre développement professionnel et pour qu'on fasse des meilleurs cours et tout, on peut faire des dossiers pour avoir des primes pour l'enseignement ou des congés pour l'enseignement maintenant et tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire les dossiers, mais ils ne demandent pas forcément que les enseignants mettent les résultats, mais plutôt leur analyse des résultats, voilà. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils en ont tiré, ce qu'ils ont mis en place comme évolution, etc. Donc, voilà, je pense que pour peut-être conclure, moi, je dirais ne pas attendre que les étudiants soient partis, ça va être la croix et la bannière pour recueillir des réponses, enfin, honnêtement. Après, ça dépend si on est avec des études, enfin, s'il y a vraiment des promos avec des esprits de promo, des gens prêts à faire des enquêtes et des relances. C'est intéressant aussi d'avoir des avis a posteriori. Mais ce n'est pas les mêmes avis qu'on a. Merci encore à vous. Pour votre invitation. Merci à tous. Bon rétablissement. Je vous remercie. Merci beaucoup.